Le phénomène des marées n'explique pas à lui seul les niveaux marins observés sur le littoral. Ces derniers peuvent être plus hauts ou plus bas que ceux prédits par les calculs de marée. Lorsque le niveau marin est plus bas que le niveau prédit, on parle de décote. En revanche, lorsque le niveau marin est plus élevé que le niveau prédit, on parle alors de surcote qui se constate principalement lors de tempêtes. En effet, en dehors des marées, le niveau marin réagit aux effets de 3 phénomènes qui peuvent se conjuguer entre eux: la pression atmosphérique, le vent, la houle et les vagues. Ainsi, la baisse de la pression atmosphérique va surélever le niveau marin car la colonne d'air va exercer une pression plus faible et le niveau de l'eau va alors être un peu plus élevé. Le vent soufflant de la mer vers la côte peut également jouer un rôle significatif dans la hausse du niveau marin. Plus le vent sera fort, plus il va pousser une importante quantité d'eau qui va s'accumuler sur la côte et entraîner une augmentation locale du niveau de la mer. Par ailleurs, les vagues, lors de leur déferlement, vont provoquer une surélévation du niveau de la mer que l'on appelle le set-up. Après le déferlement d'une vague, quand son écume a disparu et sa hauteur est très réduite, il reste une lame d'eau appelée jet de rive qui s'avance vers le haut de la plage puis se retire jusqu'à la vague suivante. Dans des conditions de tempête, avec une forte baisse de la pression atmosphérique, un vent fort soufflant vers la côte et une houle puissante, le niveau marin peut donc dépasser aisément celui prédit par le seul phénomène de marée. Si ces conditions coïncident avec de forts coefficients, alors le niveau marin peut dépasser l'altitude d'une dune ou d'une digue et peut provoquer la submersion des terrains situés à l'arrière. C'est ce qui s'est produit le 28 février 2010 en Vendée lors du passage de la tempête Xynthia. Par calcul, il est possible de déterminer les niveaux marins extrêmes susceptibles d'être atteints par la mer sur de très grandes périodes de temps. Ainsi, sur un site, à partir des relevés de niveaux marins extrêmes lors des tempêtes, compilés sur de très longues périodes de temps, on peut déterminer statistiquement la probabilité d'atteindre un niveau marin donné sur une année. Il est ainsi possible de déterminer le niveau marin qui a un risque sur 100 d'être atteint ou dépassé chaque année. Il est nommé niveau marin centenal, mais attention, ce n'est pas un niveau qui se produit tous les 100 ans. Pour illustrer ce point, nous pouvons imaginer que l'on place dans un sac 100 boules où chaque boule représente les niveaux marins extrêmes pouvant se produire lors de tempêtes, où l'une de ces boules représente donc le niveau centenal. Chaque année, le niveau maximal que pourra atteindre la mer correspondra ainsi au tirage au sort de l'une des boules du sac. Chaque année correspond ainsi à un nouveau tirage indépendant des précédents et l'on comprend qu'il est possible, même si cela reste peu probable, qu'au cours d'un siècle, le niveau marin atteigne plusieurs fois le niveau marin centenal. Le niveau marin centenal est souvent choisi comme référence par les pouvoirs publics pour gérer les risques littoraux. En effet, lors de tempêtes, la mer peut, en atteignant des niveaux marins extrêmes, submerger des zones d'habitation ou d'activité selon 3 modes différents. La submersion par débordement, le franchissement de paquets de mer, la rupture d'un ouvrage ou d'une dune ou d'un cordon de galets. Pour gérer les risques de submersion marine et d'érosion côtière, des plans de prévention des risques littoraux sont établis à l'échelle d'une commune ou d'un groupe de communes. Dans ces plans, un niveau marin de référence est calculé soit à partir du niveau marin centenal, soit à partir du plus haut niveau marin historiquement connu. Le niveau marin de référence sert ensuite à cartographier les zones exposées aux risques. Sur ces zones, le plan de prévention des risques littoraux va fixer des prescriptions ou des recommandations en matière d'urbanisme. Ce sont des règles à respecter dans l'aménagement ou la construction des habitations, des services publics ou des entreprises. La première de ces règles est évidemment de ne plus construire dans les zones où le risque de submersion est très fort. Le règlement va quant à lui fixer
des interdictions, des prescriptions, des mesures de protection et de sauvegarde ou des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens. Par exemple, le zonage rouge assuré noir correspond entre autres au secteur situé à l'arrière d'une digue, là où si une brèche se produisait lors d'une tempête, les risques de submersion seraient rapides et violents. Ces espaces doivent donc être rendus strictement inconstructibles. Dans les secteurs exposés, le plan de prévention des risques peut imposer des mesures pour assurer la sécurité des personnes et la protection des biens. Par exemple, dans les constructions existantes, le plan de prévention des risques peut imposer la création d'étages refuges ou de fenêtres de toit pour permettre aux occupants de se mettre à l'abri dans l'attente des secours. Pour les nouvelles constructions, le plan de prévention des risques littoraux impose que les pièces de vie soient aménagées au-dessus du niveau de submersion de référence afin d'éviter qu'elles soient inondées. Actuellement, le niveau marin centenal sert donc de référence dans la prévention des risques littoraux. Toutefois, l'évolution actuelle du climat influe directement sur le niveau de la mer. Ainsi, qu'en sera-t-il d'ici la fin du siècle? Et que savons-nous de l'impact à long terme du changement climatique sur les niveaux marins extrêmes? Découvrez les réponses à ces questions dans notre prochain épisode.